Cet événement est organisé par le CIB, la FEDEN, le CER et Via Seva, en partenariat avec l'interprofession nationale France Bois Forêt. Nous nous permettrons de vous partager un lien vers le dossier de presse directement également dans le flux, dans la fameuse bulle conversée, décidément je vais y arriver, conversée un peu plus tard dans la matinée, donc pendant ce point presse, ce qui vous permettra de recueillir les informations qui vous seront présentées ce matin. On est à votre disposition pour toute question complémentaire, interview également dans la foulée de ce point presse digital. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse communication@cndb.org pour toute demande ou information complémentaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à laisser la parole donc à Monsieur Pascal Roger, président de la FEDEN. Oui, bonjour à tous. D'abord, un mot pour vous remercier et pour vous dire qu'on est ravis de voir que vous vous êtes inscrits nombreux en fait à cet échange finalement d'informations sur la filière bois-énergie. En fait, ce sujet du bois-énergie est un sujet important. D'ailleurs, votre nombre de participants en atteste. C'est à la fois un enjeu important pour notre pays. C'est la première énergie renouvelable dans notre pays. C'est aussi une ressource naturelle, une richesse dans notre pays, qui est un pays forestier, comme on pourra en parler. C'est également un enjeu environnemental et de transition climatique, puisque dans les projets de décarbonation de notre énergie, le bois énergie a une place majeure à jouer que l'on pourra évoquer. Donc je pense que tout le monde a bien conscience de l'importance de ce sujet. En même temps, c'est un sujet qui suscite un certain nombre d'interrogations, donc l'impact sur la gestion durable de la forêt, la biodiversité, la captation de carbone, effectivement la création de richesses, éventuellement les émissions associées en fait, à la combustion du bois. Et donc ces questions diverses finalement se traduisent aussi quelquefois par des réactions qui sont très contrastées, parfois aussi un peu émotionnelles. Et donc tout ceci nous a amené en fait autour de la table, les gens qui vont vous parler sont tous des acteurs de cette filière finalement bois-énergie, et on s'est dit qu'il était utile, à travers d'ailleurs vous, d'essayer de donner quelques points de repère factuels sur la base de données d'ailleurs qui sont publiques. Ce ne sont pas uniquement des chiffres qui sont produits par nous, c'est en général, on se réfère à des documents officiels et publics, de telle façon qu'on puisse éclairer ce sujet. Et surtout, bien entendu, répondre à vos questions. Et donc, je crois que le rôle, effectivement, que vous avez est très important pour que ce sujet, qui est un sujet pour nous majeur, notamment la transition énergétique, puisse bien être abordé de façon la plus constructive et objective possible. Nous avions prévu au départ d'organiser un voyage de presse. Compte tenu des conditions sanitaires, ça n'a pas été possible. Et donc, on remettra. Par contre, on n'a pas abandonné cette idée parce qu'on pense que la possibilité de passer une journée sur ce sujet, de rencontrer directement des acteurs sur le terrain, de voir des installations et puis peut-être d'échanger plus facilement tout au long de la journée, nous semble quelque chose d'important. Donc, on le rappellera en fin de réunion, mais on a tout à fait le projet de poursuivre ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est un point d'échange sur cette thématique du bois énergie. Et je remercie donc tous les panélistes qui sont en général tous des experts dans leur domaine. D'avoir bien voulu contribuer en fait à l'organisation de cet événement et de prendre la parole. Et je passe tout de suite la parole donc à Michel Druil de France Bois Forêt. Michel. Bien, bonjour à tous. Merci d'être là nombreux, effectivement. Donc, je commencerai cet exposé en évoquant la forêt et son rôle pour l'environnement. Il se trouve qu'en France, nous n'avons pas, et c'est une chance, nous n'avons pas une forêt, mais des forêts. Et elles rendent toutes d'inestimables services pour le captage du carbone, certes, mais aussi pour les paysages, la filtration de l'eau, la protection des sols, le tourisme, la lutte contre les incendies lorsqu'elles sont bien entretenues, et bien sûr la production de bois. Et toutes les forêts produisent toutes les catégories de bois que j'ai citées. Le bois d'œuvre pour la transformation du bois et en particulier la construction, l'emballage, le meuble, le parquet, les bois d'industrie pour le panneau de particules et également pour le papier et le carton. Et bien sûr, du bois énergie, celui qui nous occupe aujourd'hui ici. Mais pour le bois énergie, d'autres canaux alimentent la ressource. Les bois du bocage, les alignements des vergers, les produits connexes de scierie et des industries de mise en œuvre du bois, les liqueurs noires de la papeterie, le bois recyclé, le papier, les cartons. Évidemment, les proportions de ces trois applications varient d'une forêt à l'autre. Les forêts ne sont pas homogènes.
La forêt et les océans sont les deux puits de carbone qui permettent de réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère. J'insiste sur ce point car la transition écologique que nous plébiscitons tous et dont le principal et indispensable objectif est la baisse de la consommation des énergies, en particulier des énergies fossiles, ne peut que baisser les émissions de gaz à effet de serre. Seuls les puits de carbone peuvent réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Ce miracle, nous le devons à la photosynthèse chlorophyllienne, la source de la vie sur Terre. Du fait, l'arbre séquestre du carbone, les usages du bois stockent et substituent du carbone. En effet, et en simplifiant, un mètre cube d'arbre séquestre l'équivalent d'une tonne de CO2 et la combinaison des différents usages autant. La substitution permet d'éviter l'usage de matériaux très énergivores comme le béton, les métaux, les plastiques ou de consommer des énergies fossiles. La substitution a cette caractéristique, c'est qu'elle est définitive. Il est bien évident aussi que le bois ne remplacera pas tous les autres matériaux, mais plus il participera à la mise en œuvre de ces matériaux et plus il sera efficace. Le stockage continue en fait la prolongation de la séquestration du carbone dans les matériaux tout au long de leur durée de vie. Le cumul de ces effets est capital. Il correspond à 130 millions de tonnes de CO2 évitées, ce qui représente 25% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Cela évidemment n'a pas échappé à l'État français, qui a défini la stratégie nationale bas carbone, qui insiste lourdement sur les avantages du bois. Cette stratégie s'est traduite entre autres par des objectifs clairement définis pour augmenter la consommation de bois dans les constructions et l'énergie. Et rappelons, elle a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. La partie bois construction de la réglementation environnementale 2020 est dans ce cadre un atout considérable pour l'accélération et la réalisation de cet objectif. L'analyse du cycle de vie dynamique des bâtiments permettra de mesurer l'empreinte carbone de ces bâtiments depuis la conception jusqu'à leur démolition. Les seuils carbone imposés et progressifs en 2024, 2027 et 2030 permettront d'en fixer les niveaux, laissant le temps aux entreprises des filières construction de s'adapter. Je laisse à mes collègues le soin d'aborder la partie énergie contenue dans la RE 2020. Mais tout cela ne servirait à rien si le bois n'était pas un matériau renouvelable. La forêt française a quelques chiffres. 31% du territoire métropolitain est couvert de forêt. Et ce territoire, cette surface forestière est en expansion continue depuis 1850. 2,7 milliards de mètres cubes d'arbres en forêt sont comptabilisés par l'IGN et l'IGN nous indique une augmentation de 50% de ce stock en 35 ans. En clair, en 85, le stock n'était que de 1,8 milliard de mètres cubes. Nous avons évidemment des prélèvements en forêt. Ils sont comptabilisés toujours par l'IGN à 46 millions de mètres cubes, soit 56% de la production biologique qui est calculée, nette, qui est calculée en considérant la croissance biologique moins la mortalité. Elle est de 82 millions de mètres cubes par an. Donc, une première conclusion, la France ne déforeste pas. Historiquement, sur la planète, le premier usage du bois est pour se chauffer et chauffer les aliments, construire et transporter dans une moindre mesure. Et s'il le faut, les humains transforment une partie de la forêt en terre agricole pour manger. À ce stade, il me paraît utile de rappeler, ma source étant le livre de Jean-Marie Ballu, L'histoire des forêts françaises, qu'au début de notre ère chrétienne, la forêt couvrait 38 millions d'hectares. De manière très corrélée avec la croissance de la population, la surface a progressivement baissé jusqu'à atteindre 8,5 millions d'hectares en 1850. Puis, l'invention du charbon, du pétrole, du gaz et l'augmentation des rendements agricoles ont permis la croissance de la forêt jusqu'à 17 millions d'hectares aujourd'hui. Parler de déforestation en France
est un non-sens caractérisé. La vraie motivation de ceux qui l'affirment est le clientélisme intellectuel et politique. Ce qui explique que la situation française, comme celle de toutes les forêts tempérées, c'est une gestion rigoureuse, raisonnée, dont le maître mot est le renouvellement forestier. Tout acte d'exploitation forestière en France est suivi d'un renouvellement par régénération et ou plantation. C'est le Code forestier datant de Colbert et Louis XIV, avec ses nombreuses et contraignantes évolutions, qui fonde cette situation. Et contrairement au blé ou au maïs, l'arbre ne repousse pas en un an. En forêt, nous sommes dans le temps long. Et c'est vrai, l'exploitation forestière modifie les paysages pour 10, 20 ou 30 ans. C'est une des principales contestations que nous avons aujourd'hui dans nos campagnes. Comme vous le voyez, avec seulement 56% de la récolte en forêt, le renouvellement de notre ressource est assuré, d'où l'augmentation du stock. La situation autorise même d'accroître les prélèvements pour le bénéfice de tous les usages du bois, selon le signal donné par la Stratégie nationale bas carbone et la réglementation environnementale 2020. Le bois énergie, eh bien, il est au service de la gestion forestière et de l'industrie française. L'exploitation forestière est un tout, et le bois énergie joue un rôle important dans l'équilibre économique des forêts, certes, mais aussi pour le développement de la sylviculture et celle de l'industrie de transformation. On peut dire que dans un cycle forestier, les arbres fournissent une part de bois d'œuvre, une part de bois d'industrie et une part de bois énergie. Et donc, ces différents usages sont strictement complémentaires. On l'a vu au début, la contribution des bois de bocage est aussi significative. De même, au cours de sa transformation, le bois produit des écorces, de la sciure, des chutes, des copeaux, des plaquettes, qui vont être transformées par les industries du panneau et de la papeterie, et bien sûr par les consommateurs de bois énergie. Les liqueurs noires des papetiers et le recyclage du papier, des cartons, est aussi une partie de ressources importantes du bois énergie. Enfin, en fin de vie, et souvent après avoir enchaîné plusieurs usages, le bois finit la plupart du temps en énergie. Cette économie circulaire se développe et le bois n'est pas en retard, même si des évolutions réglementaires seront parfois nécessaires pour l'améliorer encore. C'est inéluctable, les usages du bois sont intimement liés et c'est une chance que le bois énergie rende de tels services à notre atmosphère. Sans rentrer dans les détails, mes collègues le feront plus tard, la ressource bois énergie est de 45 millions d'équivalents de mètres cubes arbres, dont 25 millions viennent de la forêt et du bocage et 20 millions de la transformation et du recyclage du bois, ce qui démontre la forte complémentarité entre forêt et industrie. Les scieries, les emballeurs, la construction, tous les utilisateurs de bois sont aussi des approvisionneurs de la filière bois-énergie. Cumulant ces deux ressources, le bois-énergie est le premier consommateur de bois en France. Maintenant, quelques mots sur le changement climatique et ses conséquences en forêt. Vous connaissez les conséquences de cette situation en général. Pour la forêt, il y en a bien sûr, mais elle nous donne, à nous forestiers, des responsabilités supplémentaires. Dans l'histoire, c'est bien connu, la forêt s'est adaptée grâce à la migration naturelle des espèces. Les scientifiques nous disent aujourd'hui que ce temps est révolu et que nous devons impérativement réfléchir à la mise en place d'essences adaptées. Il est même vraisemblable que la migration assistée ne sera pas suffisante. Par chance, nous avons en France de nombreux chercheurs et de nombreux forestiers qui expérimentent depuis longtemps. Nous savons d'ores et déjà que des essences adaptées sont ou seront disponibles dans un proche avenir. Il ne faut plus perdre de temps. La solution est incontestablement dans la plantation de nouvelles essences en provenance certes de France, mais aussi de différentes zones de la planète. Ne rien faire en forêt serait catastrophique. Plus que jamais, entretenir, gérer durablement, améliorer la forêt nécessaire. L'exploitation forestière n'est qu'un des maillons indispensables à cette mission de toujours. Le plan de relance et ses 150 millions d'euros
constitue une première étape de ce renouvellement forestier dont nos forêts ont un besoin impératif. Et pour conclure, retenons donc que la forêt française est en croissance continue et qu'elle séquestre de plus en plus de carbone. Que tous les usages du bois permettent de stocker et substituer le carbone. Ils sont indispensables pour atteindre rapidement et efficacement la neutralité carbone. Que le renouvellement forestier est le moyen de l'adaptation des forêts au changement climatique. Et enfin, que la forêt et les usages du bois contribuent au niveau local à la création de valeur et d'emplois. Je vous remercie. Merci Michel, du coup, pour cette présentation de la forêt française et de son usage en bois énergie. Nous allons laisser la parole maintenant à Mathieu Fleury, donc président du CIB, pour nous présenter la filière bois énergie française. Merci Mathieu. Bonjour à tous. Déjà, moi, je suis ravi de participer à cet échange-là. C'est vrai que dans la presse, on entend beaucoup parler d'énergie renouvelable en termes d'électricité renouvelable. Or, je pense que pour chacun d'entre vous, c'est quand même important de rappeler que l'électricité, c'est seulement 28% de nos consommations d'énergie, de nos besoins énergétiques. Et donc, focaliser les débats de l'énergie sur la seule électricité nous interroge. Et c'est une des raisons pour laquelle on est très heureux d'échanger avec vous là-dessus. Peut-être Mathieu, un mot d'eau sur… Oui. Si cela te convient, tu me diras suivante ou slide suivante pour que je sache à quel moment on va rester un petit peu sur celle-là. Peu importe, sur celle-là, que je vais commenter juste après. Juste un ou deux mots sur le CIB, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas le Comité interprofessionnel du bois énergie. C'est une association qui a une douzaine d'années d'existence, dont je suis ravi d'être président aujourd'hui, qui regroupe en fait 140 adhérents qui vont de la pépinière à la cendre dans l'ensemble de la filière bois énergie, centrée sur les aspects collectifs, les usages collectifs et industriels du bois énergie. L'objectif, c'était, comme c'est une filière récente, comme le montre le graphique là, c'était de partager ensemble les bonnes pratiques, de se donner des outils qui permettent son développement. On n'avait pas d'indice qui permettait de suivre l'évolution du prix du bois. On verra que finalement, ces indices-là, ils servent pas forcément à grand-chose, parce que le prix du bois, contrairement aux autres énergies, on le verra tout à l'heure, il est assez flat. Et du coup, on avait besoin quand même d'outils techniques, d'outils réglementaires, et puis d'être un petit peu l'interface avec les administrations. Donc voilà un petit peu le rôle du CIB, c'est 5 permanents, donc une petite structure, mais très dynamique, avec beaucoup d'engagement de la part de ses adhérents, que je remercie vivement pour leur contribution aux travaux, et puis des permanents également. Alors, ce graphique-là, il présente l'évolution. Je disais que c'était une jeune filière, si on la compare par rapport aux énergies fossiles, le charbon, le fioul, le gaz. On voit bien que son démarrage date du début des années 2000 et qui présente la caractéristique d'être divisé en 3 grands utilisateurs. C'est des puissances des installations qui sont représentées dans les différents bâtons, avec des usages pour le collectif, des usages pour l'industrie et des usages en cogénération, que l'on peut voir illustrés et qui sont à peu près en tiers égaux sur la puissance des installations et le nombre des installations. Ce qui est intéressant aussi dans cette filière, c'est que, alors je n'ai pas mis la carte qui représente la localisation des installations, mais c'est très homogène sur le territoire. Et donc, on est bien dans une énergie de proximité qui valorise des ressources présentes sur le territoire. Ce sera développé un petit peu après. L'autre élément marquant de ce graphique, c'est quand même qu'on est en panne depuis 2016. On voit bien qu'on est sur quelque chose qui est assez flat. Et du coup, on a un peu une panne qui est liée principalement à 2 éléments. Le premier, c'est le prix du gaz, qui est une énergie concurrente et qui a été très déprécié ces dernières années et qui, du coup, faisait qu'on avait un petit déficit de compétitivité. Donc on espère bien le retrouver par différentes façons dans les mois et années à venir, mais en tout cas, c'était une des raisons. L'autre raison sur le secteur notamment de collectif, c'est qu'on a connu en France une grande restructuration territoriale et que les élus en début de mandat étaient moins disponibles sur la mise en œuvre de nouveaux projets. Donc voilà, ces deux éléments qui justifient aussi aujourd'hui que cette filière, dont les objectifs sont extrêmement ambitieux, on y reviendra juste après,
eh bien, on a besoin de vous, de communiquer pour dire que aujourd'hui, on est un peu à l'arrêt et qu'on a besoin de repartir et on est prêt à repartir. On est prêt à investir, on va le voir aussi après, 10 milliards d'euros. Hein. Les acteurs sont prêts, ils n'attendent que les projets. En mobilisation forestière également, on est prêt. Et puis, en termes d'emploi, on verra ce que ça pourra créer tout à l'heure. Donc là, on peut passer peut-être à la diapo suivante. Oui, Mathieu, une petite précision sur ce schéma qui nous est du coup demandé par Jonas Tofoven. Est-ce que le bois bûche est compris dans ce graphique? Ah non, absolument pas. Ça, c'est vraiment, on est centré sur les installations industrielles et collectives. Le bois bûche sera évoqué tout à l'heure par le représentant du CER, le syndicat des énergies renouvelables. Nous, le CIB, on ne travaille pas sur le périmètre du bois de chauffage classique pour les maisons individuelles, le bois bûche ou le granulé de bois. Alors, ce qui est intéressant sur ce graphique, c'est de regarder comment se situe la France par rapport à l'Union européenne et à nos voisins et quelle a été la stratégie de développement. Et ce qui est assez marquant, c'est de regarder que ce qui a été privilégié, c'est l'efficacité énergétique. On valorise principalement des installations et on met en œuvre sur le territoire des installations qui ont une haute efficacité énergétique. C'est-à-dire que quand on valorise de la chaleur uniquement, on a des rendements qui sont de l'ordre de 80 à 85%. Quand on fait de la cogénération, donc chaleur plus électricité, on est sur des rendements qui sont encore plus élevés, en tout cas à minima à 85%, puisqu'on doit valoriser la quasi-totalité de la chaleur produite lorsqu'on fait de la cogénération. Et on a une installation qui produit de l'électricité uniquement, alors qu'on voit que si on regarde à l'échelle de l'Europe, il y a eu des stratégies différentes, notamment en Belgique, notamment en Angleterre, mais également ailleurs, qui ont des pays où des installations de production d'électricité à partir de biomasse ont été mises en œuvre. J'insiste sur ce point parce que c'est fondamental. Je pense que l'efficacité énergétique est au cœur de toute notre filière bois-énergie et du souci qu'on a d'utiliser au mieux cette ressource qui est certes renouvelable et abondante, comme l'a très bien dit Michel tout à l'heure, mais dont on doit prendre soin. Et on en est tous conscients sur le territoire et tous les acteurs de cette filière en sont bien conscients. Donc, soyons vigilants là-dessus et gardons en tête aussi par rapport au débat qu'on a sur l'usage et répondre aux besoins en chauffage, que contrairement là à des installations électriques, on est sur de la très haute efficacité énergétique, là où quand on fabrique de l'électricité pour la reconvertir en chauffage, si on ne met pas de pompe à chaleur de haut rendement derrière, on est sur de la très mauvaise efficacité énergétique. Il faut avoir ça en tête quand même. Je pense que c'est important de le resituer dans le débat national. On peut le passer à la suivante. Alors ça, c'est un graphique qui présente le panel des installations qui fonctionnent aujourd'hui sur le territoire national. On est aux alentours d'un peu plus à peu près 7000 installations qui fonctionnent, avec un grand nombre, comme assez classiquement dans ce type d'installation, un grand nombre de petites installations, hein, de 0 à 2 MW. On a 6150 installations qui représentent 1700 MW de puissance. Ensuite, on a 570 installations de 2 à 10 MW et puis 150 installations qui vont représenter un peu plus de la moitié de la puissance installée au niveau national, qui sont supérieures à 10 MW, réparties suivant différentes catégories. Hein. On a en bleu les chaufferies collectives dédiées. Donc, typiquement, c'est une installation qui va chauffer une mairie, une école ou une petite industrie ou une plus grosse industrie. Et puis ensuite, on a des réseaux de chaleur collectifs qui sont un axe de développement important, comme on l'a évoqué, et puis les installations industrielles qui sont là aussi des axes de développement importants pour l'avenir. Alors historiquement, c'était les installations qui étaient installées dans les industries du bois ou du papier, et puis de plus en plus, on cherche à développer dans la stratégie de décarbonation de l'industrie ces installations dans tout type d'industrie consommateur d'énergie. On se retrouve avec des projets qui peuvent localement impressionner de temps en temps les voisins, les riverains, qui vont consommer 100 à 150 000 tonnes de bois. On est sur ces gammes de projets-là. Il faut savoir que pour la filière, ce sont des projets structurants
parce que en implanter 1, 2, 3 par région, ça permet d'agréger l'ensemble des acteurs et de donner de la visibilité à l'ensemble de ces acteurs qui en ont besoin. Et également, un autre aspect sur le développement du chauffage industriel au bois, c'est que contrairement à la saisonnalité du chauffage collectif, on va être sur une production de bois sur l'ensemble de l'année. Et ça, c'est important parce que ça permet de faire fonctionner des machines sur l'ensemble de l'année et du coup de les rentabiliser un petit peu mieux et d'occuper également le personnel sur l'ensemble de l'année. Donc ça, la mixité du chauffage industriel, des usages industriels du bois énergie et des usages collectifs est très important et ça a bien été entendu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un accompagnement spécifique à la fois pour développer les réseaux de chaleur et les chaufferies collectives, mais également de façon assez forte pour développer les usages industriels du bois énergie. Donc ensuite, vous avez, on a en haut la répartition en nombre d'installations et en puissance, et puis en dessous, vous avez la répartition en termes de consommation d'énergie avec là peut-être un petit commentaire qui reflète ce que je disais à l'instant, c'est que les installations industrielles à puissance équivalente, comme elles vont tourner 8000 heures dans l'année, évidemment, vont absorber plus de biomasse et sur l'ensemble de l'année. Donc ça, on le voit bien entre le camembert, les deux gros camemberts, celui du haut et celui du bas, on voit bien la différence qui est illustrée à ce niveau-là. Un petit mot, c'est 12 millions de tonnes de bois sur les installations collectives et industrielles qui sont consommées en France. Et on voit bien, comme l'a rappelé Michel tout à l'heure, que ça ne perturbe pas pour autant la récolte du bois en forêt, ça ne perturbe pas non plus les autres usages du bois, et ça ne suffit toujours pas à redynamiser et exploiter convenablement les forêts françaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un déficit d'exploitation de la forêt française. Si on veut en assurer son renouvellement, en intégrant les contraintes climatiques qui sont très fortes sur la forêt et qui vont s'accentuer encore, il faut qu'on soit en capacité de faire les éclaircies, de faire des cloisonnements, de faire de temps en temps des coupes rases pour reboiser. Mais voilà, il faut qu'on soit en capacité de récolter plus de bois énergie pour sortir plus de bois d'industrie, pour sortir plus de bois d'œuvre et pour mieux gérer notre patrimoine collectif forestier. Alors, donc là, c'était un petit peu l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est sur une filière structurée. Ça, j'insiste un petit peu là-dessus, c'est-à-dire qu'au même titre qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, on peut avoir accès à de l'électricité. Ce n'est pas le cas pour le gaz, en l'occurrence. Par contre, pour le bois énergie, aujourd'hui, n'importe qui peut appeler et avoir du bois qui soit livré sous quelque forme que ce soit, en granulé, en plaquettes, en bois bûche. Aujourd'hui, la filière est organisée et structurée pour répondre à l'ensemble des demandes sur l'ensemble du territoire national. Ça, je tiens à le préciser parce que ce n'était pas forcément le cas il y a 10 ans, où, comme on l'a vu tout à l'heure, on est sur une filière qui est relativement jeune, mais l'ensemble des acteurs ont su se répondre à la demande, se mettre en œuvre, se mettre en ordre de bataille et proposer des solutions adaptées au territoire et adaptées aux usages. Alors, si on se projette un petit peu sur les objectifs, on voit là, c'est l'exemple des réseaux de chaleur qui est illustré là. On a des objectifs qui sont assez ambitieux. On peut schématiquement dire qu'il y en a la moitié des 40 TWh que l'on doit atteindre à l'horizon 2028 sur la production de bois énergie supplémentaire en usage collectif et industriel. Il y en a la moitié globalement qui est ciblée vers les réseaux de chaleur, le développement des réseaux de chaleur, et puis l'autre moitié qui va être ciblée vers les usages industriels. Et on voit bien que la courbe de tendance aujourd'hui ne nous amène pas dans nos objectifs. La courbe de tendance, c'est la croix rouge que l'on voit illustrée là, alors que nos objectifs sont au-dessus. Donc, il faut qu'on accélère. C'est un peu l'objet quand même de notre point presse avec vous, c'est de donner aussi envie et de dire qu'on est en capacité aujourd'hui d'accélérer sur le développement de cette filière et le développement des projets. Mais que là, tel qu'on est engagé en ce moment, on n'est pas tout à fait dans la tendance, voire pas du tout dans la tendance, même si on sent que ça frémit, sous l'impulsion notamment du plan de relance, mais aujourd'hui, on n'y est pas encore. Donc voilà. Si on atteint nos objectifs,
quels sont les bénéfices pour la filière? On peut passer à la diapo suivante, Sarah, merci. Qu'est-ce que ça apporte de développer cette filière bois-énergie en dehors des aspects tonnes de CO2 qui seront développés un petit peu plus tard? C'est 9,2 milliards d'euros investis en 10 ans, si on veut atteindre nos objectifs. C'est des flux financiers d'1,3 milliard d'euros par an qui sont réinjectés sur le territoire plutôt que d'acheter du gaz en Norvège, en Algérie ou demain en Russie si le canal, enfin le pipeline se met en place. Eh bien, là, on a une ressource de proximité qui bénéficie directement au territoire. Et donc, l'achat, la transformation de ce combustible permet de renouveler la forêt, de créer de l'emploi. C'est environ 10 000 équivalents temps plein sur 10 ans qui seraient créés pour la réalisation des travaux. Et puis, pour le fonctionnement des installations, donc des emplois là, qui s'installent sur la durée et sur les territoires, c'est environ 6 700 emplois qui seraient créés. Donc ça, c'est quand même une filière importante. Et puis, ce sont des emplois qui ont la particularité d'être là aussi éclatés sur l'ensemble du territoire et qui sont moins problématiques quand on a une usine qui ferme et qui met 300 familles sans emploi sur le territoire. Mais ça pose problème dans un bassin restreint. Là, on est sur des installations, même si demain, je ne sais pas, moi, on passe à une autre énergie. Il ne faut pas injurier l'avenir. Peut-être qu'il y aura des choses nouvelles dans 20 ans, ou dans 30 ans, dans 50 ans. On aura des pertes d'emplois qui seraient beaucoup plus contenues. Enfin, là, surtout, l'objet, c'est de parler surtout de la création de ces nouveaux emplois. Et ce que vous pouvez retenir, c'est que dans cette filière bois, énergie, collectif et industrie, un emploi pour 1000 tonnes de bois consommées, c'est un chiffre qui est simple à retenir et qui correspond à la réalité. Donc, si une chaufferie collective ou une chaufferie industrielle est mise en place et qu'elle va demain consommer 5, 10 000, 15 000, 150 000 tonnes de bois, eh bien, on voit que c'est tout de suite 10 ou 150 emplois qui vont être créés derrière sur le territoire à différents maillons de la chaîne. Évidemment, ce ne sera pas des emplois dédiés sur le site, mais c'est l'abattage, le transport, l'exploitation de la forêt, l'exploitation de la chaufferie derrière, la réalisation des travaux, et tout ça est en moyenne un emploi pour 1000 tonnes de bois. Vous pouvez retenir ce chiffre-là sans aucune difficulté, on est en capacité de l'argumenter. On peut passer à la diapo suivante, éventuellement. Alors, ça, c'est une question qui surgit ces derniers temps. Et donc là, il y a une étude actuelle qui est en cours de finalisation, une étude ACV, analyse du cycle de vie, qui est portée par l'ADEME et qui présente des éléments de réponse. C'est-à-dire qu'on nous dit, oui, mais le bois, c'est bien, mais il faut faire tourner des machines pour abattre les arbres, pour le déchiquetage, pour le transport, etc., etc. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à cette filière? Et la réponse est oui, il y a un intérêt fort à cette filière, et c'est illustré par ce graphique-là, puisque on a, c'est en pourcentage, exprimé en pourcentage, l'énergie disponible en rose est exprimée dans une tonne de plaquettes forestières ou plaquettes de scierie, peu importe, et l'énergie consommée pour l'exploitation, le débardage, le broyage et le chargement de ce bois, c'est environ 6%. Donc, on se retrouve bien avec un gain net de 94% entre l'énergie qu'il a fallu pour transformer finalement cette ressource et puis son usage derrière. Donc, on est bien sur quelque chose de vertueux et quelque chose qui a du sens pour l'ensemble de la filière. Par ailleurs, on a du mal à avoir des données, si je me compare aux énergies fossiles concurrentes, on a du mal à avoir des données très, très fiables sur les fuites de méthane dans le gaz et dans le réseau de gaz. Or, si on ne les intègre pas, on a du mal à comparer des choses vraiment exactement comparables. Donc, comme l'a dit Michel tout à l'heure, on peut retenir que sur l'ensemble de la filière forêt-bois, c'est un outil fort pour la lutte contre le changement climatique. On a environ 130 millions de tonnes qui sont évitées chaque année grâce à l'ensemble de la filière forêt-bois. Pour la part bois-énergie, on est sur quelque chose de plus restreint, de plus modeste, de 9,1 millions de tonnes de CO2 évitées grâce à l'usage du bois-énergie. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on est vraiment sur de la quasi-neutralité carbone, puisqu'on a 94% d'efficacité sur ce sujet-là.
peut-être pour conclure, je crois. Tout à fait, voilà. Tu as encore 2 minutes, Mathieu. Encore 2 minutes, c'est parfait. Et du coup, la conclusion, c'est dire aussi que, en plus de toutes les vertus que j'ai présentées juste avant, cette filière bois énergie, elle est très peu consommatrice de deniers publics. Ça, je pense que c'est important de le préciser. Là, vous avez un rapport de la Cour des comptes. Et du coup, on voit que les euros par tonne de CO2 investis pour substituer sont, le bois énergie est vraiment en bas de la courbe si on la compare à d'autres filières comme le photovoltaïque ou autre. On est sur quelque chose, ou sur le biogaz, on est sur quelque chose qui est très peu consommateur de fonds publics. Et je conclurai là-dessus d'ailleurs en disant que si on avait une taxe carbone aux alentours de 100, 120 euros la tonne, on n'aurait même plus besoin de fonds publics pour mettre en œuvre nos projets et on serait les plus heureux des gens et le contribuable aussi. Et du coup, c'est vrai que ce débat sur la taxe carbone qui est arrivé peut-être de façon mal expliquée nous a créé un tort considérable. Et on est globalement autour de la table, je pense, de fervents partisans de la remise en œuvre d'une taxe carbone qui soit mieux expliquée, avec un accompagnement fort peut-être des familles qui sont trop dépendantes des énergies fossiles, qui méritent d'être réfléchies, qui méritent d'être posées, et que les remplacements des chaudières fuel, qu'il y ait des chaudières bois qui soient mises en œuvre et fortement subventionnées, ce serait parfait. Sur les véhicules diesel, qu'on les passe au gaz, ça aurait du sens, à l'électricité aussi peut-être, mais voilà, qu'on reparte un petit peu des usages et qu'on mette en œuvre les moyens derrière pour accompagner ceux qui sont aujourd'hui pieds et mains liés et trop dépendants des énergies fossiles dont il faut essayer de s'extraire si on veut améliorer globalement notre impact environnemental. Voilà. Merci Mathieu. Alors, de nombreuses questions. Merci de vos réactions, Christelle, Pascal et Jonas. En fait, on vous répondra pendant la partie questions-réponses aux alentours des 11h45, midi. Donc, pour l'instant, le timing est respecté. Merci aux premiers intervenants qui se sont prêtés à l'exercice. Et je vais laisser du coup la parole à Émeric de Galambert, donc président du groupe Seguin et coprésident de la commission chauffage au bois du CERF pour aborder la partie chauffage domestique. Émeric, c'est à toi. Ok, merci. Vous m'entendez bien, oui? Ça va? Très bien. Ok, super. Écoutez, moi je vais donc présenter plutôt la partie chauffage au bois domestique puisque je dirige le groupe Seguin qui est un groupe auvergnat qui est devenu leader français dans la fabrication d'appareils de chauffage au bois, donc bois, granulés de bois. Donc Mathieu parlait beaucoup des réseaux de chaleur des chaufferies collectives. Nous, c'est plutôt le marché directement de la maison individuelle, qui est évidemment le premier en volume et aussi en usage en termes de kilowattheure au sein du bois énergie. Et on a voulu mettre un peu l'accent sur l'évolution de ce métier qui a été assez fort. Je parle en tant que coprésident de la commission de chauffage de bois domestique, poste que j'occupe aussi au sein du SER et qui représente donc l'ensemble des filières fabricants en France. Donc on peut attaquer. Alors, tout d'abord, je ne vais pas revenir parce que ça a été très très bien présenté sur les enjeux en termes de décarbonation d'emplois locaux et voilà, l'aspect vertueux que peut avoir la poursuite du développement d'une filière bois-énergie sur les angles climatiques, bilan en termes d'emploi et bilan en termes de commerce extérieur. Ça a été plutôt acté par l'État et la puissance publique puisque la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, a un objectif, donc acte d'un objectif public qu'on n'atteindra probablement pas, on peut le préciser tout de suite, donc c'est un objectif relativement ambitieux. Il y avait 7 millions de foyers équipés d'appareils de chauffage au bois en 2019. L'objectif de la BPE est d'atteindre entre 10,2 et 11,3 millions de foyers équipés d'ici 2028. Donc voilà, on est au-dessus du rythme d'équipement actuel de la filière, mais c'est pour dire qu'il y a plutôt un objectif acté par les pouvoirs publics assez ambitieux, tout en étant avec donc une production de chaleur
qui sera un peu plus forte à 80 TWh par rapport aux 70 TWh actuels, mais moins forte que l'accroissement du nombre de ménages équipés, puisque parallèlement à ça, il y a un objectif d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments et donc de la baisse des consommations par foyer équipé. Et il y a également une amélioration de la performance des appareils, on y reviendra un peu plus tard, très forte, qui fait qu'en réalité, la consommation, donc production de chaleur un petit peu plus forte, mais consommation constante, du fait en fait de l'amélioration considérable du rendement des appareils. Donc, voilà, pour résumer, objectif d'augmentation significative du nombre de maisons chauffées au bois ou au granulé de bois à consommation globale quasi constante. C'est un peu le cadre de la PPE. On peut passer à la diapo suivante. Je reviens rapidement sur donc il y a une étude Ernst & Young qui a été mandatée par le SER, alors qui a été portée d'ailleurs sur l'ensemble des énergies renouvelables, qui a d'ailleurs confirmé que le bois énergie était de loin la première en termes d'emploi existant sur le terrain aujourd'hui au sein des énergies renouvelables. C'est les emplois directs et indirects sur la filière bois domestique, c'est 26 000 équivalents temps plein en 2019. Si on suivait les objectifs de la PPE, encore une fois, on sera probablement un peu en dessous parce qu'ils sont ambitieux, ça serait près de 40 000 emplois. Une valeur ajoutée très importante et surtout non délocalisable et plutôt concentrée dans les zones rurales. Donc il y a aussi cet enjeu économique important de réindustrialisation par le bois énergie à sa mesure, à sa modeste part, mais qui fait du sens aussi par rapport à ces enjeux-là et pas uniquement par rapport aux enjeux climatiques. Et attendez, je vais juste réduire la vignette pour voir ce qui est sur la droite. Oui, alors il y a une petite remarque. Il y a un autre enjeu qui est le fait qu'une partie de la consommation, une grande partie de la consommation provient d'un marché dit informel aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'offres de bois. Alors c'est déjà vrai évidemment sur le granulé, c'est de plus en plus vrai sur le bois bûche, d'une offre structurée et d'un marché beaucoup plus formalisé. Ça a deux vertus. Une vertu d'avoir un côté déclaré, c'est plutôt vertueux pour les finances publiques évidemment. Ça a probablement une vertu en termes d'emploi. Et ça a aussi une vertu en termes de performance énergétique puisque ça impose d'avoir un côté normalisé et notamment un taux d'humidité contrôlé de tout ce qui est vendu. Voilà, l'État a aussi acté la vertu d'accroître l'augmentation de la filière formelle sur le côté combustible dans sa distribution afin d'atteindre ces objectifs-là. Et il est question d'un abaissement du taux de TVA à 5,5, de même que pour d'autres types de combustibles renouvelables pour encourager et limiter la différence de tarifs entre le marché informel et le marché organisé. On peut passer à la suite. Alors, on voulait, pour le bois domestique, adresser le point de la qualité de l'air parce qu'il est très régulièrement évoqué et c'est un des principaux sujets sur lesquels notre filière est parfois décriée. Et donc, il semblait très important de redonner pas mal d'éléments sur ce sujet-là. Il va revenir d'ailleurs sur le devant de l'actualité à l'occasion du prochain Conseil national de l'air qui a lieu début février, dans une petite semaine. Et donc, on est très sollicité sur les actions à prévoir par rapport à cet enjeu-là. Alors, tout d'abord, avant de rentrer un peu dans le détail, on voulait revenir sur la performance des appareils et les niveaux d'émission. On a, je pense que vous avez eu suffisamment d'éléments maintenant sur le côté plutôt vertueux au niveau CO2 et régénération et carbone neutre de l'exploitation du bois. L'émission de particules, elle existe. Et c'est un problème qui est davantage un problème, c'est-à-dire c'est un problème de densité et c'est un problème qui va se poser en gros dans les principales agglomérations et dans certaines vallées alpines pour des enjeux de densité, des enjeux de réalité climatique, en fait de stagnation des particules. Et le bois énergie est une des nombreuses sources de contribution à ça.
parfois évoqué avec un peu d'excès dans la contribution qu'il peut avoir, mais en tout cas une partie, certes, des émissions de particules qui peuvent être faites dans les villes. Le petit graphe à gauche vous montre le label Flamme Verte qui a à peu près une quinzaine d'années. Quand on parle de seuil initial, on parle du seuil qui permettait au sein de ce label, qui est un label français à l'origine, qui tend vers un label européen à partir de cette fin d'année, quels étaient les seuils en termes d'émissions de particules en milligrammes par nanomètre cube pour les appareils bûches ou granulés, appareils individuels ou les chaudières, les seuils maximum tolérés. Et à droite, en 2020, vous avez les seuils qui sont, alors non pas seulement les seuils de distinction des meilleures catégories du label, c'est le cas en 2020, mais en 2022, ça va même devenir les seuils de la nouvelle norme légale qui donne le droit sur tout le territoire européen d'installer un appareil. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2022, il n'y a pas un seul appareil qui pourra s'installer au-dessus de ces seuils-là d'émissions en termes de particules. Et comme vous le voyez, on parle donc de seuils 5 fois plus faibles que les seuils qui distinguaient les meilleurs appareils il y a 15 ans. Et on parle d'émissions de particules qui sont 10 fois moins fortes qu'un appareil ancien, voire dans le cas d'un appareil ouvert, 30 à 40 fois moins fortes. Donc il faut bien distinguer au sein de cette problématique-là le parc existant et ce qui se fait aujourd'hui dans l'installation d'appareils performants ou dans le renouvellement. Et il y a une étude qui a été faite par le CERI, qui est le LERMAB, à laquelle on a participé, qui a été mesurée, en fait, qui a été corroborée un peu ça, si vous voulez, et vérifiée que ce n'est pas juste qu'on savait mieux tester, et qu'effectivement, en prenant un appareil ancien, un appareil moderne d'aujourd'hui, on avait effectivement matérialisé toujours cette évolution significative, donc elle était bien réelle. Et à partir du taux de renouvellement moyen du parc, on a estimé donc l'évolution vers laquelle on pouvait tendre en 2030 sur la composition du parc d'appareils. Et en conséquence, en dépit de l'accroissement du parc que vous voyez à gauche, le fait d'avoir une part de renouvellement réel importante permet en fait d'extrapoler d'ici à 2030 une baisse très significative des émissions de particules. Et on voit bien par là que la clé, davantage que d'aller tout interdire dans une microzone, elle est vraiment d'inciter au renouvellement du parc d'appareils. Et on a même une amplification de ce phénomène si on utilise davantage de combustible sec. C'est la dernière petite colonne à droite, c'est-à-dire que la première colonne en 2030 que vous voyez avec déjà une diminution significative, c'est sans changer les habitudes actuelles des consommateurs en termes de consommation de bois. C'est déjà une amélioration très nette. Elle devient encore plus nette si on arrive aussi par des actions pédagogiques de conviction à les orienter de plus en plus vers du combustible sec et des bonnes pratiques, notamment l'allumage par le haut, puisque l'allumage est sur un appareil moderne vraiment le moment où on émet encore un peu de particules s'il est mal fait. On peut passer du coup à la diapo suivante. Donc voilà, sur le parc existant, c'était pour repréciser, en fait, renforcer un peu le point précédent sur l'évolution des performances des équipements, sur les différences qu'on peut avoir entre ce qu'on appelle aujourd'hui un foyer fermé flamme verte 5 étoiles, donc c'est les éléments que vous avez en bas, en termes de particules émises en kilogrammes par an en usage principal et en termes de rendement. Encore une fois, cette dernière ligne du bas, on ne pourra plus installer que ça, quel que soit le cadre de l'installation à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Ça, c'est une norme européenne. Et à mettre en comparaison des appareils les plus anciens, un peu moins anciens, et puis particulièrement la ligne du haut, les foyers ouverts, qui assez naturellement sont évidemment les plus émetteurs, même si pris individuellement, ils sont nettement moins utilisés qu'un appareil fermé. Ils sont contributeurs significatifs. Voilà. Alors, la conclusion, en fait, pour nous sur cette dimension-là, et c'est un peu la force de proposition qu'on essaye de faire par rapport à ça, c'est de dire, en fait, pour nous, la pire des mesures, ça serait de tout englober dans le même sac et de dire, on interdit dans certaines zones tout usage ou toute installation, puisque à partir de ce qu'on vient de voir jusqu'ici, ça voudrait dire qu'on vient détruire des emplois et des vertus CO2
qui permettent d'avoir des objectifs durables sur ces deux axes-là, pour finalement ne pas remplir l'objectif, puisqu'on viendrait également interdire toute installation de nouveaux appareils qui sont faiblement émetteurs et qui, en plus, dans le renouvellement, peuvent avoir également une action vertueuse sur les objectifs de réduction de la qualité de l'air. Donc, on précise en fait plutôt nous ce qui nous semble utile en termes de plan d'action. Alors évidemment, le renouvellement, c'est les 3 points que vous voyez en bas, politique publique qu'on peut imaginer. Et encore une fois, c'est des sujets qu'on va certainement voir aborder dans le mois qui vient et qui vont revenir sur le devant de l'actualité. Nous, on pense que tout ce qui peut permettre d'inciter, d'accélérer le renouvellement, c'est forcément quelque chose de vertueux. On pense que mettre en place une campagne de communication sur les bonnes pratiques dont je parlais tout à l'heure, et c'est pas forcément de l'argent, la profession est prête, elle est beaucoup plus structurée qu'à une époque. Aujourd'hui, les installateurs passent des qualifications, ils doivent être Calibois, ils doivent être RGE, pour bénéficier des taux de TVA à taux réduit et de certaines aides. On a une filière qui est beaucoup plus organisée sur la dimension du combustible et la dimension de l'entretien également, qui est devenue nécessaire avec les appareils au granulé et qui s'est beaucoup professionnalisée sur la partie bois et le ramonage également. Et donc la profession est capable aussi de participer à cette campagne de communication et de dire pour tout nouvel utilisateur ou pour les utilisateurs que les ramoneurs verraient, on est capable, nous aussi, d'être prescripteurs, de distribuer des dépliants de communication sur l'allumage. Et la profession propose également de distribuer avec tout appareil installé un kit de première chauffe avec du bois sec, étuvé, désécorcé, et une petite fiche très claire sur la manière de bien démarrer son feu. On essaye aussi de participer à ce qu'on peut faire pour aider à ces objectifs-là. Bon, et puis, effectivement, l'abaissement du taux de TVA qui est en question, qui nous concerne moins en tant que fabricant directement, mais qui en tant que fabricant d'appareils, mais qui nous paraît plutôt vertueuse à la fois sur le plan d'intérêt général économique et sur le plan de la performance énergétique des appareils. Donc voilà un peu ce qu'on essaie de proposer sur ces axes-là. On essaie de ne pas être dans un débat caricatural. Il est parfois contre nous et voilà. Dans la profession, on a pu tendre à l'être parfois aussi. On ne veut pas éluder le sujet. Il y a un sujet d'amélioration de la qualité de l'air qui est un sujet, je le reprécisais quand même en conclusion, qui est un sujet en fait où les ambitions européennes d'amélioration, mais qui est déjà existante. La qualité de l'air à Paris, relevée par Air Paris, est très significativement meilleure qu'il y a 10 ans et encore plus qu'il y a 20 ans, et c'est vrai dans l'ensemble des agglomérations, pour un certain nombre de raisons. Et d'ailleurs, l'amélioration des appareils bois y a également contribué, de même que l'amélioration du parc automobile et d'autres éléments. D'ailleurs, Yann Rogaume du LERMA disait que les améliorations que je vous ai montrées sur la performance des appareils bois domestiques sont assez comparables à l'évolution qu'a fait l'industrie automobile sur les 15 dernières années, qui est, comme vous le savez, extrêmement forte également. Donc on est sur des problématiques qui se ressemblent un peu. Excuse-moi, Émeric. Je suis un peu long. Oui, voilà, c'est ça. Je te laisse juste conclure si tu le souhaites. Non, mais voilà, je pense que j'ai expliqué l'essentiel des messages qui concernaient la filière domestique. Très bien. Tu as reçu de nombreuses questions que j'ai bien notées et auxquelles tu pourras répondre tout à l'heure pendant la partie questions-réponses. Donc, on va laisser maintenant la parole du coup à notre binôme Nathalie Verriel, donc directrice générale de l'entreprise Soven, et Dominique Kiffer, directeur des affaires chez Dalkia, donc tous deux coprésidents de la commission bioénergie de la FEDEN, qui vont aborder l'approche territoriale. Dominique et Nathalie, c'est à vous. Je vous laisse me guider du coup dans la présentation. Oui, merci Sarah. Bonjour à tous. Donc Nathalie Verriel, je dirige effectivement la société Soven. Soven, c'est une filiale d'approvisionnement du groupe Engie Solutions. On fournit de l'énergie pour toutes les installations d'Engie Solutions, que ce soit collectif ou industriel, et en particulier de la plaquette forestière, du broyat de palette et du mix dont on parlera
dans cette intervention sur quelques centaines d'installations réparties sur le territoire. Aujourd'hui, j'interviens au titre de la FEDEN sur la commission bioénergie, donc avec Dominique. Oui, donc Dominique Kieffer, là, moi je suis le directeur des affaires publiques seulement de Sarah, d'Alkia. Je laisse les affaires privées à d'autres, hein. Donc je m'occupe. Autant pour moi. C'est pas grave ça. Donc je m'occupe notamment de nos activités au sein de FEDEN et particulièrement de la commission bioénergie et du bois énergie pour Dalkia, qui est aussi un gros opérateur d'installations biomasse, puisque nous exploitons plus de 500 installations biomasse collectives et industrielles sur l'ensemble du territoire français. Alors on va aborder cette filière industrielle et collective. Pour rappel, comme l'a évoqué Mathieu Fleury, cette filière représente à peu près 30% de la consommation de biomasse en France. L'autre partie a été exposée par Émeric sur la partie domestique. Alors la FEDEN accompagne des clients tertiaires, des collectivités et des industriels dans la gestion de la transition énergétique sur différents leviers, l'efficacité énergétique bien sûr, la performance des bâtiments et la production de chaleur et d'électricité renouvelable. On va se focaliser aujourd'hui sur la production de chaleur et d'électricité. Dans ce cadre, peut-être on peut avancer, Sarah. Voilà, sur juste le premier pavé. Merci beaucoup. Le premier. Pour revenir en arrière. Dans ce cadre, nous accompagnons de nombreuses collectivités sur 800 réseaux de chaleur en France, à la fois bien sûr sur les réseaux existants, sur l'extension de ces réseaux, sur leur verdissement. Nous avons encore 150 réseaux qui sont dépendants des énergies fossiles en France, et bien sûr sur le développement de nouveaux réseaux. Il faut retenir qu'en France, malgré ce grand développement que l'on va vous exposer, nous ne fournissons que 6% de la chaleur par ces réseaux de chaleur et on occupe la 20e place en Europe. Donc, les perspectives de développement sont encore majeures en France. Nous accompagnons aussi les industriels dans le verdissement de leur mix énergétique, que ce soit sur la production de chaleur, mais aussi combiner chaleur et électricité à travers la cogénération. Et on contribue à la décarbonation sur cette industrie, et en particulier dans le cadre du plan de relance. Nous pouvons substituer du charbon et des énergies fossiles. Et, je vais citer comme exemple le projet Novacarb, où nous allons mettre en service une chaudière de bois déchets qui permettra d'économiser 150 000 tonnes de CO2 et remplacer 2 chaudières charbon à La Neuveville, les Nancy, donc en service en 2022. En 10 ans, comme vous le voyez sur le slide, le bois énergie a pris toute sa place dans cette transition énergétique. Nous avons développé plus de 1000 chaufferies biomasse, plus de 10 TWh d'énergie, et nous valorisons chaque année 5 millions de tonnes par an de bois énergie. Ces investissements ont permis de déplacer l'usage d'énergie fossile importée et ont permis de créer de la valeur en France. À titre d'ordre de grandeur, 5 millions de tonnes, ça représente 350-400 millions de valeur pour les exploitants, pour les propriétaires forestiers sur la partie bois énergie. Ces revenus complémentaires, comme l'a expliqué Michel et Mathieu, ils permettent une bonne exploitation des parcelles, que ce soit en forêt privée ou en forêt publique, et surtout un complément à l'exploitation du bois d'œuvre et du bois d'industrie. Au-delà de la filière bois énergie, on a géré beaucoup d'investissements qui sont structurants sur les territoires, donc je vais laisser Dominique enchaîner sur les investissements. Oui, merci Nathalie. Donc oui, au-delà de la consommation même du bois énergie, il y a une partie extrêmement importante qui consiste en l'investissement moyen de combustion et de distribution de cette chaleur produite. Vous savez, pour certains, depuis un peu plus de 10 ans et les 2 Grenelle, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle le Fonds Chaleur qui est géré par l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, dans son ancienne dénomination, qui amène un certain nombre de subventions d'investissement
pour créer ces installations qui notamment utilisent du bois énergie. Alors, on est dans un modèle assez différent de ce qui se passe avec le soutien à l'électricité renouvelable, puisque le soutien à l'énergie renouvelable, on est sur un soutien dans la durée, avec des subventions qui se donnent aux mégawattheures d'électricité produite. Donc, on a des engagements de 15 ou 20 ans. Le modèle pour la chaleur renouvelable et l'utilisation de bois énergie est assez différent, puisque c'est de la subvention à l'investissement. Donc, c'est une fois. Et derrière, le modèle est censé pouvoir s'auto-porter. On verra d'ailleurs que la vraie problématique, Nathalie reviendra tout à l'heure, est de faire payer à chaque énergie son vrai poids de carbone fossile rejeté à l'atmosphère, de façon à ramener une compétitivité plus évidente aux installations biomasse que nous opérons. D'après les chiffres de l'ADEME, donc 1 milliard d'euros d'aide apportée à l'ADEME, ça se traduit par 4 milliards d'investissements. Donc on est dans quelque chose qui a un effet de levier très important dans les territoires pour développer des installations très performantes. Quand on crée une chaufferie de plusieurs mégawatts pour alimenter un réseau de chaleur qui alimente 10 ou 15 000 logements, c'est potentiellement une chaufferie qui remplace plusieurs milliers d'installations individuelles, ce qui permet de traiter de manière extrêmement efficace notamment les émissions que citait Émeric tout à l'heure, des émissions à l'atmosphère, notamment de particules fines, puisqu'on travaille beaucoup sur des installations très performantes en termes de rendement. On est sur des rendements de combustion aujourd'hui qui sont de l'ordre de 85 voire 90% avec les dispositifs notamment aujourd'hui d'amélioration et de condensation notamment, et sur des installations aussi de filtration des rejets à l'atmosphère, puisqu'on utilise aussi des systèmes très performants de filtration des rejets, électrofiltres et filtres à manche qui permettent de réduire considérablement le nombre de particules fines rejetées à l'atmosphère. Donc, comme vous le voyez sur les deux camemberts qui viennent de s'afficher, la biomasse a énormément contribué au verdissement des réseaux de chaleur. On fait un petit focus sur les réseaux de chaleur, dont la mixité est passée en 10 ans de 31% d'énergie renouvelable et de récupération à près de 60%. Donc on est sur une filière qui a réussi à doubler son verdissement en une dizaine d'années, ce qui est absolument remarquable, avec une vraie volonté des collectivités locales et un vrai engagement de l'État à travers l'ADEME pour faciliter et permettre ces investissements de verdissement des réseaux de chaleur et de création de réseaux de chaleur vertueux. Donc, c'est effectivement, vous verrez plus précisément sur le graphique, la biomasse, le bois énergie qui a permis le doublement de cette chaleur livrée par les réseaux de chaleur, ce qui permet toute cette chaleur à la fois des vrais impacts économiques, puisque les rayons d'approvisionnement de ces installations collectives et industrielles sont en moyenne inférieurs à 100 km. C'est la création au niveau des activités des entreprises de FEDEN, la création de 4000 emplois directs et indirects, encore une fois des emplois non délocalisables, et ce sont 2,5 millions de tonnes de CO2 qui sont évitées chaque année par ce bilan. Oui, Nathalie. Alors, on va revenir un petit peu sur le ralentissement des projets évoqués par Mathieu tout à l'heure. Et il y a une question dans le chat sur laquelle je pourrais rebondir du coup. Effectivement, quand on construit des installations sur des durées de 10 ans, 20 ans, 30 ans sur les réseaux de chaleur, on a besoin de visibilité. Sarah, on peut passer sur le schéma suivant, le premier, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous a représenté l'évolution du prix du gaz sur le marché français, qui s'appelle le PEG. Et vous voyez depuis 2012 cette forte volatilité sur les énergies fossiles. Quand on investit sur des installations, comme je vous le disais, on a besoin de stabilité et de visibilité. Et effectivement, en France, je rejoins la question, le gaz, il est forcément dépendant des marchés internationaux. Et entre autres, si vous voyez la chute en 2019, effectivement, d'une importation majeure de gaz des États-Unis, et en particulier gaz de schiste, puisque au même moment, l'Asie a freiné ses besoins, il y a eu un ralentissement et on a eu un afflux de GNL en Europe, de gaz naturel liquéfié en Europe, ce qui vous explique en partie la baisse sur la partie de 2019, avant le Covid.
Donc effectivement, les énergies fossiles, que ce soit du charbon, du fioul domestique ou le gaz, ils évoluent au gré des marchés internationaux. On ne peut pas gérer cette courbe de prix, elle dépend de différents facteurs, beaucoup du pétrole, de l'offre et de la demande internationale, des facteurs géopolitiques, on dépend beaucoup de facteurs, et vous voyez beaucoup d'aléas sur la courbe qui sont liés soit à des instabilités dans certains pays. On dépend de la production d'électricité. Le gaz et le charbon s'arbitrent régulièrement pour produire de l'électricité. Et donc, ça engendre beaucoup de fluctuations sur ces marchés-là. On a des aléas plus court terme qui sont liés au climat, mais qui finalement ne sont pas des aléas fondamentaux. À l'inverse, sur la filière bois-énergie, on peut passer au graphe suivant. Voilà, on vous a représenté l'évolution du bois-énergie en vert sur la courbe depuis 2012. La courbe n'est pas trafiquée, vous voyez une parfaite stabilité. C'est un prix que je vous ai mis par trimestre. Les indices du bois-énergie évoluent chaque trimestre, donc on a remis la courbe gaz par trimestre aussi. Et vous voyez l'incroyable stabilité de cette filière qui s'est construite, qui a investi, qui s'est structurée et qui permet de garder cette promesse de stabilité. Stabilité qui se retrouve du coup dans les prix de chaleur pour les ménages et pour l'industrie. Alors, à l'inverse, vous voyez la courbe sur le gaz qui a baissé. Donc, la baisse ne veut pas dire que le bois-énergie n'était pas compétitif au démarrage. Il l'était. Je le rappelle, la trajectoire elle était favorable au départ et surtout, comme l'a indiqué Mathieu, nous avons investi sur des projets avec une trajectoire de prix carbone qui était fixée en 2015 à 14,50 € avec une trajectoire prévue à plus de 100 € en 2030. Aujourd'hui, le prix du gaz a perdu plus de la moitié de sa valeur et la trajectoire carbone, comme vous le savez, n'est plus reflétée. Donc, les objectifs des énergies renouvelables qui sont inscrits dans la PPE, ils sont nécessaires, on l'a vu, ils sont ambitieux, ils sont créateurs de valeur et d'emplois en France. Ils restent atteignables et toute la filière est mobilisée pour cette atteinte, mais ceci ne sera possible que si l'ensemble des conditions redeviennent favorables. Encore une fois, le bois-énergie permet cette stabilité, s'est développée et structurée. Et elle nous apporte cette visibilité à tous. Elle apporte aussi de la visibilité au sein de la filière bois. On a parlé de l'interdépendance entre ces filières. Le bois-énergie est un coproduit, comme on vous l'a dit. Cette stabilité de prix et la disponibilité de la ressource, elle dépend et elle repose de cet équilibre constant entre le développement des filières bois d'œuvre, bois d'industrie et bois d'énergie. Si la dynamique des projets bois-énergie stagne en raison d'un déficit de compétitivité, c'est tout ce cercle vertueux finalement que l'on remet, qui est à risque. Et c'est pour cela que tous ces leviers doivent être activés rapidement pour relancer le développement de ces projets, au risque de ne pas atteindre plus globalement nos objectifs de neutralité carbone fixés par la stratégie nationale bas carbone en France. Donc, je vais redonner la parole à Dominique pour reprendre sur ces différents leviers qui sont nécessaires au développement de la filière. À nouveau, merci Nathalie. Pour rebondir sur les propos des différents intervenants précédents, ce sujet du bois-énergie, c'est une véritable transformation du paysage énergétique. Sarah. Oui, Sarah, si vous pouvez passer la diapositive suivante. Non. Revenir. Alors, revenir. Moitié, excusez-moi. C'est moi. Ok. Donc, est-ce qu'on est bon là? Très bien. Okay. Donc, on est en train de changer, on peut changer à travers notamment le bois-énergie, je dirais le paysage énergétique, en évitant d'importer des énergies émettrices de carbone fossile pour les substituer par des énergies locales qui n'aggravent pas le bilan à l'atmosphère du carbone. Donc, cette stabilité en prix est effectivement une vraie force et doit être un petit peu encouragée par les pouvoirs publics en l'absence de trajectoire carbone, par une espèce de volonté de dérisquer les investissements qui seront faits en matière
de chaleur renouvelable de façon à ce qu'un industriel, par exemple, qui choisit d'investir plusieurs millions d'euros dans une installation décarbonée à partir de Bois Énergie notamment, puisse avoir une espèce de garantie que son retour sur investissement aura bien lieu et qu'il aura bien un différentiel de compétitivité qui sera conservé par rapport à une solution d'énergie fossile qu'il aurait choisi de poursuivre. Donc ça, c'est un point extrêmement important, cette nécessité de faire payer à chaque énergie le coût du carbone fossile rejeté à l'atmosphère. Et la filière de la chaleur, comme Mathieu le disait tout à l'heure, c'est près de la moitié des consommations d'énergie en France et en Europe, l'électricité n'étant que 27 ou 28%. Donc, il est nécessaire aujourd'hui d'accompagner cette décarbonation extrêmement importante. La chaleur porte 60% des objectifs de décarbonation de la France à l'horizon 2030. Et encore, on parle aujourd'hui de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, où on voit la difficulté de les atteindre. Cet objectif va être rehaussé dans les mois qui viennent à 55%, puisque c'est l'objectif européen qui va être officialisé dans les prochaines semaines et qui va nous conduire, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, à passer d'un objectif de 40%, avec déjà une marche bien élevée, à 55%. Donc ça, c'est un sujet qui pourrait faire l'objet d'une véritable autre rencontre, mais si vous voulez des éléments, on vous les apportera après. Voilà. Et puis la nécessité d'un cadre stabilisé. Donc très rapidement, la dernière slide, Sarah, qui nous concerne, pour vous présenter un petit peu l'objet avec Nathalie de ce point presse qu'on aurait voulu faire immédiatement sous forme d'un voyage de presse pour vous présenter l'exemple d'un territoire qui est celui de la métropole orléanaise, dans laquelle on a la particularité, en plus ça tombe bien, c'est nos deux entreprises qui les opérons, d'avoir deux très grosses installations qui sont de cogénération à partir de Bois Énergie, qui consomment chaque année de l'ordre de 200 000 tonnes dans un rayon de 100 km autour d'Orléans, qui chauffent 25 000 équivalents logements, qui produisent de l'électricité pour autant de logements, qui chauffent grosso modo et produit et je dirais alimente en électricité 20% des habitants de la métropole orléanaise et qui permettent une réduction de 12% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2006. Donc c'est cet exemple qu'on souhaitera vous emmener visiter au printemps en fonction des conditions sanitaires, tout en vous démontrant, en allant faire aussi un tour sur des chantiers forestiers pour ces différents intervenants de la forêt, pour vous démontrer que la forêt n'est pas sacrifiée, bien au contraire, et qu'on a des outils qui contribuent énormément à cette lutte contre le changement climatique. Donc je laisse la parole désormais à Guylain Echassériaux, qui est donc le délégué général de FEDEN. Merci infiniment Dominique, Nathalie. Donc en effet, nous allons laisser la parole à Guylain Echassériaux qui est le délégué général de la FEDEN pour la partie conclusion. Et puis nous rentrerons dans le vif du sujet avec les questions-réponses. Donc il y a beaucoup de matière pour cette matinée point presse digitale très riche en informations, en partage. Donc le dossier de presse vous sera envoyé par mail et mis à disposition dans quelques minutes en version PDF. Vous y trouverez toutes les informations qui vous ont été présentées ce matin. Le point presse est également enregistré. Donc nous vous ferons suivre dans les prochains jours du coup le lien pour pouvoir revisionner ce point presse et récupérer les informations complémentaires. Et puis comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour toute demande d'interview complémentaire par rapport à un sujet en particulier sur du coup les différents axes développés ce matin. Guylain, c'est à toi. Merci Sarah, merci de votre participation. On arrive en effet à la conclusion. Alors je vais essayer d'être bref parce que je suis sûr que vous avez tous envie de poser vos questions et on a tous envie d'y répondre pleinement. Ce qui était important pour nous aujourd'hui, c'était de bien vous montrer, j'espère qu'on y est parvenu, de vous montrer que le bois énergie est pleinement une composante de la transition énergétique, que c'est une solution propre, que c'est une solution pilotable, que c'est un vrai levier de croissance verte, à la fois en étant un réservoir d'emploi, un réservoir d'investissement avec des vraies retombées territoriales,
que malgré les retards qu'on constate dans l'atteinte des objectifs, que ça reste un levier fort, un élément fort des politiques publiques européennes et françaises, qui sont réaffirmées dans les plans nationaux énergie-climat, dans un certain nombre de documents de planification. Et puis, dernièrement, à travers le plan de relance et les projets de décarbonation de chaleur industrielle, qui est un vrai succès, et sur lequel il y a des montants significatifs qui ont été prévus. Et donc, c'est un vrai élément de réponse. Et le bois énergie, ça renforce la réponse que peut apporter le bois énergie dans cet enjeu de décarbonation. Voilà, je voulais apporter quelques éléments, quelques zooms, quelques éclairages également sur d'autres facteurs. On l'a dit, le gisement, c'est un gisement dynamique. Hein, c'est pas, la forêt, c'est pas figé. Et le bois énergie, le gisement du bois énergie n'est pas figé non plus. La filière souhaite y répondre de manière responsable, à travers une utilisation responsable de la forêt. Le bois énergie, on l'a dit, c'est dépendant aussi des autres usages. Hein. Il ne peut pas y avoir de bois énergie natif. Il est forcément dépendant de l'usage du bois construction, du bois industrie. Il y a d'autres gisements qu'on va pouvoir développer. On l'a dit, la haie bocagère, l'entretien du bord des routes, par exemple. Les coproduits bois issus du recyclage des déchets sont aussi un autre gisement. Et puis, c'est important de le rappeler, le bois énergie, c'est un gisement qui doit rester, une ressource qui doit rester territoriale, et ce qui n'a pas vocation à faire des kilomètres. En tous les cas, ce n'est pas l'intention de la filière sur ce point-là. Le deuxième point, et ça vaut toujours le coup de le rappeler, c'est que il n'y a pas de renouvelable sans efficacité énergétique. Et ce n'est pas parce qu'une énergie est renouvelable qu'elle est gaspillable. Donc ça s'accompagne de tous les efforts qui sont faits parallèles. Enfin, c'est deux jambes d'un même mouvement, qui sont à la fois la décarbonation et d'autre part l'efficacité énergétique. Les deux sont rigoureusement indissociables. Efficacité énergétique à la fois des systèmes et puis des bâtiments. Et le bois énergie, de ce point de vue-là, participe pleinement à ce qu'on appelle la boucle d'eau chaude au niveau d'un quartier, au niveau d'un bâtiment. Le bois énergie n'est pas une énergie qui rentre en opposition avec d'autres énergies. Elle est parfaitement complémentaire et elle vient contribuer au mix énergétique de la boucle d'eau chaude. De ce point de vue-là, ça vaut toujours le coup de le rappeler, le bois énergie est aussi un bon élément pour participer à des installations de cogénération, dès lors que ce sont des installations de cogénération à haut rendement. Voilà. Et puis, dernier point, on voit que la contribution attendue de la filière forêt, elle répond à des enjeux environnementaux, sociétaux et économiques. Et donc, il y a sûrement la recherche d'un équilibre dans les stratégies de gestion à trouver. Et de ce point de vue-là, on estime qu'il ne faut pas avoir peur du débat et que c'est plutôt, nous on souhaite, la filière en tous les cas, être membre en tous les cas contribuer à une vision partagée de l'usage de la forêt et notamment du bois énergie. Donc c'est pour ça que ce matin on tenait à vous transmettre des éléments les plus factuels et les plus objectifs possibles. Voilà, et donc je pense que de ce point de vue-là, on peut rappeler quelque chose que la filière avait déjà appelé. Même si on arrive en fin de mandat d'ici 2022, c'est la création d'un GT, d'un groupe de travail interministériel sur le bois énergie, qui pourrait associer les entreprises, les opérateurs, les fédérations, les ONG, les comités stratégiques de filière, les pouvoirs publics et les collectivités, bien évidemment. Et puis le deuxième point dans ce débat, et ça je pense que ce sera un élément de débat de 2022 ou d'avant 2022, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est le signal carbone. Voilà, il n'y a pas de développement des énergies renouvelables sans un signal carbone. Merci infiniment. Je terminerai là-dessus. Voilà, juste donc à retenir une visite terrain qui sera programmée au printemps, qui vous permettra d'aller visiter une exploitation forestière, une installation de production collective et ou industrielle si les conditions le permettent. Et puis la journée bois énergie 100% digitale organisée par le CIB, événement chaleur renouvelable, le 18 mai. Voilà, et juste avant de passer la parole, je voulais remercier donc les intervenants qui étaient en visio et présents aujourd'hui, et plus particulièrement l'équipe du CNDB, Sarah, Amandine,
Clarisse du CIB, Marie et Léo de la FEDEN, Jean-Emmanuel du France Bois Forêt, Johanna Gilles et Kitry du CERF, Guillaume Planchot de Viaceva et Isabelle de l'agence Réplique. Voilà. Merci. Donc du coup, pour s'organiser au mieux sur cette petite partie questions-réponses digitale, on va vous proposer de fonctionner de la façon suivante. Donc moi, j'ai noté plusieurs questions que je vais poser aux différents intervenants. On va retourner sur leur présentation pour essayer de coller par rapport à vos questions et leur permettre de trouver plus facilement les réponses. De votre côté, n'hésitez pas, si vous souhaitez poser vos questions, confrères journalistes, directement et en direct, vous pouvez simplement lever la main. Et Amandine du CNDB va venir vous chercher et vous donner les droits afin que vous puissiez vous exprimer oralement, tout simplement. Donc, on va commencer du coup par une question pour Mathieu. Alors, Mathieu, nous avions une question de Christelle Carrois de Forestopic. Quelle est l'efficacité énergétique de la production d'électricité par rapport aux 85% de chaleur? Donc, on va essayer d'aller dans les slides correspondants. Ta présentation. C'est la physique, ça, c'est le cycle de Carnot. On est aux alentours de 25-30%. Je parle sous le contrôle des experts de la FEDEN, mais on est sur quelque chose qui est très dégradé. Mais c'est vrai, tant qu'on ne récupère pas la chaleur, donc c'est vrai. Alors, c'est peut-être un petit peu amélioré sur les centrales nucléaires, mais globalement, c'est là où le chauffage électrique nous pose un vrai problème. C'est qu'on est par rapport à une ressource primaire d'énergie, on est sur une efficacité. Il faut dédier l'électricité à des usages qu'on ne peut pas substituer par d'autres. Or, aujourd'hui, on a quand même l'impression que le débat actuel favorise le chauffage électrique et honnêtement, fabriquer l'électricité pour le reconvertir en chaleur, en termes d'usage d'une énergie qui est finie sur notre planète, on peut et on sait faire beaucoup mieux. Donc, dédions l'électricité à des choses qu'on ne peut pas substituer par d'autres énergies. Une autre question donc, de Pascal Poggi pour Batirama. Quelle est la production potentielle de bois énergie? Votre graphique indique 12 mégatonnes de bois consommés aujourd'hui. Jusqu'à combien peut-on monter raisonnablement en fonction de la ressource en bois disponible? Aujourd'hui, les projections qu'on a, c'est 40 TWh supplémentaires, et donc ça représente peu ou prou de l'ordre de 15 millions de tonnes. La ressource, elle existe, on sait la mobiliser. Après, c'est le laps de temps qu'on va se donner pour y arriver. Mais globalement, on peut doubler notre consommation d'énergie sans perturber les grands équilibres de la forêt et au contraire en les améliorant. Ok. Le micro est là. Oui. Je pense que Michel aussi pourra apporter des éléments importants, Sarah, à cette question sur la disponibilité de la ressource. Pour compléter ce que vient de dire Mathieu, et personnellement, je ne citerai pas de chiffres, mais vous avez la réponse dans la présentation qu'on vous a faite ce matin, dans la gestion raisonnable et raisonnée de la ressource de la forêt française. Évidemment qu'il y aura davantage de matériaux disponibles à partir du moment où les usages du bois se développeront et continueront à se développer, et ça ira de pair. Je vous expliquais tout à l'heure que la ressource existe et qu'effectivement, il suffit de la mobiliser, mais on ne la mobilise pas n'importe comment. Et je dirais que la ressource va forcément être plus disponible au fur et à mesure que se développeront les usages du bois construction, etc. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il y a de gros efforts qui sont faits dans la filière pour utiliser le bois qui a déjà été mis en œuvre, donc dans la démolition, dans la déconstruction, dans le recyclage. Et il y a là manifestement une source de valorisation extrêmement importante qui aurait le double avantage à la fois de fournir du bois à la filière bois-énergie, mais également d'économiser, ça a été dit tout à l'heure, on n'est pas des gaspilleurs, d'économiser la matière en forêt. Une autre question donc, de Jonas. Est-ce que nous subissons, donc Jonas Tofoven, du coup, pour… Ordac. Ordac, ouais, merci, entre autres. Je ne sais pas avec quelle casquette il vient nous voir aujourd'hui, mais… du coup, est-ce que nous subissons l'effet de la production de gaz américain par cracking?
Oui, effectivement, implicitement, hein, c'est ce que j'ai expliqué sur la courbe, entre autres sur la chute des prix qui a eu lieu en 2019. Il y a effectivement un afflux de gaz naturel liquéfié qui est arrivé sur la France, et entre autres par une production importante aux États-Unis, à la fois de gaz classique que de gaz de schiste ou gaz de cracking. Mais effectivement, ça a des répercussions sur la production et donc l'offre, et la demande, il se trouve qu'elle a chuté au même moment en Asie, ce qui explique que ce gaz s'est retrouvé plutôt sur l'Europe. Ok. Une question de Christelle Carrois, Christelle. Quand cette étude ACV de l'ADEME sera publiée, l'étude présentée par Mathieu? Je crois qu'il y a quelqu'un de l'ADEME qui est en ligne. Tu peux peut-être répondre en direct. Répondre plus pertinemment. Nous, on a plutôt une vision, pas avant le printemps, hein, autour de cette publication de l'ACV du Bois Énergie, qui a fait l'objet de travaux extrêmement intéressants et, je dirais, dynamiques, sans faire de mauvais jeu de mots. Voilà, je pense que éventuellement plutôt au printemps, pas avant. Sauf précision autre de l'ADEME en ligne. Il y a peut-être quelqu'un qui lève la main, je ne sais pas. Amandine, tu peux peut-être donner… Enfin, je ne sais pas, oui, c'est Christelle, il y a Christelle je crois. Christelle, tu peux prendre la parole, je pense. Et voici, vous pouvez mettre votre micro. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. C'est pas Christelle, mais c'est pas grave. Bonjour. Benoît Barbedette pour New Tank Cities. Une question, on voit beaucoup de groupements forestiers, investissements qui aujourd'hui font des levées de fonds pour la forêt française. Quels sont vos liens avec ces institutions de financement, genre groupement forestier? Alors, je ne sais pas à qui s'adresse cette question. Si c'est aux gens qui consomment du bois énergie, je peux dire qu'on participe à un certain nombre d'initiatives, hein, notamment dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt qui ont été lancés pour la dynamisation de la forêt et autres. On réfléchit aussi à un certain nombre d'opérations à venir en termes de neutralité carbone et de choses comme ça. Voilà, nos actions se placent dans ce cadre avec effectivement des coopérations de nos filiales d'approvisionnement extrêmement étroites avec, je dirais, en tant que clients et clients dans la durée de ces groupements forestiers pour leur amener une vraie visibilité aussi et une vraie lisibilité en matière de politique d'investissement et de débouchés dans la durée. Oui, juste peut-être pour préciser ma question, c'était justement ce point-là, c'est-à-dire dans aujourd'hui tous ces groupements qui cherchent à faire des levées de fonds, est-ce qu'il y a un label, est-ce qu'il y a pour reconnaître les sérieux des moins sérieux? Michel. Je ne sais pas si on peut faire le tri entre les sérieux et les moins sérieux. En tout cas, on ne se pose pas la question comme ça, nous. Alors, simplement, deux réponses à votre question et à votre préoccupation qui est tout à fait légitime. La première, c'est que les groupements forestiers dont vous parlez sont essentiellement sont partenaires de France Bois Forêt, donc nous les connaissons bien. Et effectivement, ils ont deux missions. La première, la mission fondamentale, c'est effectivement de dynamiser la gestion forestière, mais ils ont donc deux missions fondamentales. La première, c'est de permettre à des gens d'investir en forêt, d'investir parce que l'investissement forestier ne rapporte pas beaucoup d'argent, sauf que à très long terme, c'est un placement qui est considéré comme sûr. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont confiance dans l'évolution de la forêt. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième question que vous soulevez, c'est le financement du renouvellement forestier. Et le financement du renouvellement forestier, il y a toujours eu plusieurs sources. La première, c'est effectivement les forestiers qui investissent en forêt. C'est leur nature, par nature. Quand on renouvelle une forêt, un forestier investit. La deuxième chose, c'est que il y a historiquement, il y a toujours eu des appels à des fonds publics. Et en particulier, vous avez je veux prononcer le mot FFN, Fonds forestier national, qui a disparu en 1999
mais qui avait permis, après la guerre, de financer des opérations de reconstitution de forêts et de développement forestier. C'est pas pour rien que la surface et le stock a augmenté. Et donc, ces fonds, j'en retrouvais une partie dans le plan de relance, mais il y a également des fonds d'investissement qui se créent. Et entre autres, oui, ils reposent sur des labels. Alors, le premier des labels, je l'ai cité tout à l'heure, c'est le code forestier. Il faut savoir que toutes ces opérations ne peuvent pas se faire sans que soient respectées des règles qui sont vraiment intransigeantes du code forestier, qui veut qu'on exploite raisonnablement la forêt et qu'on la renouvelle. Et la deuxième chose, il y a des labels qui se sont créés. Vous avez sans doute entendu parler du label bas carbone. Ce label bas carbone a été mis au point ces dernières années. Il est maintenant opérationnel. Et effectivement, sur des opérations forestières qui consistent à améliorer les peuplements forestiers, les propriétaires peuvent évaluer, en lien avec les règles évidemment du label bas carbone, peuvent évaluer la quantité de carbone qu'ils vont séquestrer et qu'ils vont ensuite permettre donc, de stocker par l'utilisation des bois. Donc, d'après ce calcul, le label bas carbone leur donne des droits, ces droits carbone qu'ils peuvent effectivement négocier sur un marché. Et il y a des grands opérateurs, des grandes sociétés, des associations qui peuvent financer des opérations de renouvellement forestier sur la base de ces droits qui sont acquis par le label bas carbone. Merci Michel. Une autre question, observez-vous un effet du réchauffement climatique sur la filière d'approvisionnement en bois énergie? Je crois que c'est un thème qui est abordé dans notre dossier de presse d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un peut dire quelques mots sur ce sujet? La réponse est évidemment oui, puisqu'il y a deux effets. Le changement climatique, c'est un secret pour personne, a provoqué quelques perturbations par exemple dans la grande région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez tous entendu parler du phénomène des scolites, par exemple, sur les épicéas. Alors, c'est quoi les scolites? De manière très rapide et très simple, les bois naturellement, là, je parle spécifiquement des scolites, il peut y avoir d'autres attaques sur le bois, mais spécifiquement, les bois vivent leur vie tranquillement avec de l'eau qui vient du sol et qui alimente donc tout l'arbre en permanence par les canaux du bois. Il se trouve que lorsque le bois est correctement irrigué, eh bien, les scolites ne peuvent pas aller dans le bois tout simplement parce qu'ils se noient dans ces canaux périphériques des arbres. Et pourquoi interviennent-ils actuellement? Eh bien, c'est pour deux raisons. La première, c'est que les Allemands en particulier travaillent beaucoup là-dessus pour montrer que les différentes tempêtes qui se sont déroulées, donc vous savez que les dernières dans la mémoire des gens, c'est 1999, mais il y a eu 2009, il y en a eu d'autres, en particulier en Allemagne et dans l'Europe centrale ces dernières années, en Union européenne en France, mais a sensiblement ébranlé un peu les arbres. Ébranler un peu les arbres, c'est tout simplement que ça les a fragilisés au niveau justement de sa montée d'eau. Et ensuite, bien sûr, la sécheresse. Et en fait, par sécheresse, on constate un effet du changement climatique, c'est que on a globalement à peu près la même, je le dis grossièrement, on a à peu près la même quantité d'eau qui tombe sur le pays d'une année sur l'autre. On n'assiste pas à de vraies baisses de quantité d'eau, sauf que la répartition de cette pluviométrie n'est plus la même au fil des saisons, et en particulier, on a des saisons qui sont de plus en plus sèches à partir de juin, juillet, août. Et là, effectivement, les arbres s'affaiblissent et les scolites peuvent les attaquer. Donc, il est bien évident que ces bois qui sont attaqués vont être utilisés par la filière, prioritairement en bois d'œuvre, et lorsque leur qualité est dégradée, un des usages, c'est effectivement l'approvisionnement de la filière bois énergie. Pardon. Merci Michel. Une question de Grégoire Noble, The Pro, pour le titre The Pro. Une question pour Émeric concernant le ramonage. En fait, tu as évoqué 2 ramonages par an. Est-ce que tu peux nous expliquer ce chiffre? Oui, alors c'est pas moi qui le dis, c'est le règlement sanitaire départemental. Donc c'est pas nouveau, hein. Ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça. Et par contre, je rejoins le commentaire, c'est très peu appliqué.
ça reste en fait une obligation du règlement sanitaire sur l'ensemble du territoire français. Si on veut avoir une approche un peu pragmatique pour un appareil performant, typiquement pour un appareil à granulés, alors je ne pourrais jamais vous dire que la réglementation n'impose pas de ramonage puisqu'elle s'applique à tous les chauffages biomasse, mais déjà un bon ramonage est suffisant dans la réalité des faits. En revanche, sur un appareil très ancien ou une cheminée à feuilles ouvertes, il y a un réel intérêt d'appliquer le règlement et de faire 2 ramonages, dont un en saison de chauffe, c'est ça la réglementation exacte, compte tenu de l'embrassement plus rapide des conduits et de l'impact sur les émissions de particules. Merci. Une autre question de Christelle donc pour Forestopic. Avons-nous quelque part donc, des données sectorisées par type d'appareil, type camembert, sur la quantité des émissions de particules de bois par rapport aux émissions des autres sources d'énergie ou autres secteurs? Pardon, donc c'est toujours pour moi. C'est toujours pour toi, oui. Non, alors j'ai pas ça sous la main. Ce que je peux dire, c'est que on a montré la répartition à l'intérieur de ce qu'on peut estimer sur le bois énergie dans les positions assez qui en attribuent beaucoup au bois énergie. Il y a les estimations du CITEPA et d'Airparif qui estiment que sur la masse globale des particules, la combustion du bois, alors au sens large, il y a l'épandage allergique, il peut y avoir il y a beaucoup de choses qui sont englobées là-dedans, mais serait responsable d'autour de 30% des taux de particules mesurés dans l'atmosphère, ce qui est extrêmement important. Il y a des estimations qui sont inférieures à ça. Ça reste compliqué d'estimer vraiment l'origine des particules. Nous, ces estimations-là nous paraissent très importantes quand on voit la cartographie qui est quand même très centralisée autour des axes routiers, mais on n'a pas de... Voilà, encore une fois, c'est compliqué d'être certain de la source et de montrer ça. Ce dont on est un peu plus certain, c'est que même si c'est 30%, la voie pour continuer à les réduire pour notre part de manière importante, c'est le renouvellement et l'usage et d'accélérer les actions là-dessus. Merci. Une question. Pardon, Sarah, excusez-nous. Oui, on a fait une étude, nous, au niveau des chaufferies, donc de plus de 10 MW, Marie, ça, avec le CITEPA. Plus grosse que 20 MW, excusez-moi. Donc, on a fait une étude il y a maintenant à peu près 2 ans avec le CITEPA pour regarder effectivement donc, quelle était la part des particules liées en fait, au chauffage domestique dans les grandes agglomérations dans le cadre des pics de pollution. De mémoire, mais on vous donnera le chiffre exact, on est plutôt aux alentours de 1 ou 2% plutôt que 30%. Donc en fait, on voit que le gros du sujet, je parle de la partie des grosses chaufferies, donc les grosses chaufferies, celles qui sont associées au réseau de chaleur, représentent moins de 2% des émissions de particules dans des centres urbains denses. Le gros de la contribution, elle est quand même liée au transport, aux véhicules. Et effectivement, en fonction, bien entendu, de la configuration de l'agglomération, s'il y a plus ou moins de chauffage individuel et plus ou moins de chauffage au bois dans le chauffage individuel dans une agglomération, ce qui est peut-être par exemple moins le cas dans une très grosse agglomération parce que l'approvisionnement en bois est plus compliqué, ce pourcentage forcément baisse. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus on est sur des équipements lourds, plus d'abord les réglementations sont contraignantes en matière d'émissions, plus le suivi est fait de façon réglementée et avec des études régulières. Et enfin, donc, la part dans la contribution globale est très très faible. Et donc, quand je parle de ces grosses chaufferies, je parle fondamentalement des réseaux de chaleur, qui non seulement donc, permettent de distribuer massivement de la chaleur verte dans les centres-villes, mais également donc, de réduire très fortement toutes ces conséquences indirectes du chauffage notamment au bois. Merci Pascal. Une question pour Dominique et Nathalie. Donc, au sujet de la vision par département du bois énergie, est-ce qu'on a des données sur le territoire de la Bretagne? Est-ce que la Bretagne est... Alors, je lis ce qui était mentionné. Est-ce que la Bretagne est-elle bien armée pour voir grandir le nombre de chaufferies collectives et industrielles et voir s'améliorer le chauffage bois domestique pour le télégramme?
Merci pour la question de Dominique pour la commission bioénergie du CER, de FEDEN, pardon. Mathieu Fleury pourra aussi me compléter avec sa vision du CIB. Aujourd'hui, effectivement, la Bretagne n'est pas considérée comme une des régions les plus boisées de France. Pour autant, c'est une des régions de France où la forêt croît le plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser de manière intuitive. Donc, il y a un certain nombre de grosses installations qui existent déjà. La vision sur ce territoire-là est plutôt un développement harmonieux d'installations de petite et moyenne taille, plutôt que de très grosses installations qui viendraient éventuellement en plus obliger d'agrandir un peu la zone de chalandise. Voilà. Mais encore une fois, la Bretagne, dans le dernier inventaire forestier, hein, si j'ai bonne mémoire, est probablement la région de France où la croissance est la plus importante que les dernières années. Merci. Mathieu, tu peux peut-être compléter. Peut-être en complément, sur la Bretagne, il y a des pistes de développement peut-être qui n'ont pas été aussi explorées que dans d'autres territoires. C'est la création de réseaux de chaleur dans des villes comme Saint-Brieuc, comme Vannes, comme Guingamp, comme Quimper, peut-être où là, il y a des marges de manœuvre importantes pour développer, comme le disait très bien Dominique tout à l'heure, des installations de moyenne puissance et qui ne trouveront aucun problème pour être alimentées en biomasse. Merci. Alors, juste pour compléter, alors on ne les a pas encore, mais le syndicat national du chauffage urbain SNCU produira prochainement les fiches régionales sur les réseaux de chaleur et dans lesquelles on donne des indications sur le mix énergétique par région, le mix énergétique qui alimente ces réseaux de chaleur, et ça donne également une cartographie ou un état des lieux des réseaux de chaleur dans chaque région. Voilà, tu as raison, Guilain, et peut-être en complément, on a aussi en effet une vision régionale du développement du bois énergie au sein du CIB sur la cartographie des installations notamment supérieures à 1 MW en distinguant les installations collectives et industrielles. Donc oui, ces données existent et oui, il y a des potentiels de développement sur la Bretagne. On peut peut-être, je vois que Bénédicte Janton a répondu à la question sur l'étude ACV de l'ADEME. Oui, en indiquant qu'elle paraîtrait en septembre. Ou en juin. Juin ou septembre. Juin ou septembre, voilà. La date de publication de l'étude n'est pas encore fixée, mais devrait être en juin ou septembre. Tout à fait. Une petite question concernant la taxe carbone qui a été présentée pour équilibrer l'équation du bois énergie. Quelles sont les autres pistes concrètes ou actions sur lesquelles vous travaillez actuellement avec le gouvernement? Alors, Dominique, à nouveau, on travaille avec le gouvernement sur un dispositif qui est déjà proposé dans le cadre du plan de relance pour une aide dite OPEX, une aide au fonctionnement aux installations, de nouvelles installations biomasse ou CSR industrielles qui viendraient, en fait, comme je le disais tout à l'heure, dérisquer les investissements en apportant à l'industriel un complément en cas de baisse sensible de prix du gaz et donc de perte de compétitivité liée à cette baisse des industries fossiles. En fait, c'est un espèce de complément de rémunération à l'envers, si je puis dire, pour ceux qui connaissent un peu les dispositifs. L'idée pour nous, et je crois que c'est aussi celle qu'a le gouvernement et la DGEC en tête, c'est de réfléchir au même type de dispositif, qui est un peu une taxe carbone aussi à l'envers, pour encourager les consommateurs vertueux de chaleur. C'est-à-dire ceux qui font le choix ou de s'équiper d'une installation ou de se raccorder à un réseau de chaleur vertueux, on leur garantira au travers d'un espèce de bonus le fait qu'ils ne paieront pas plus cher que s'ils étaient restés au gaz. Voilà, c'est pour simplifier vraiment à l'extrême ce que pourrait être un tel dispositif. Donc, il existe, il a d'ailleurs été notifié à la Commission européenne dont on attend le retour pour les installations nouvelles industrielles dans le cadre du plan de relance. La deuxième étape viendrait à apporter une aide non pas au réseau de chaleur mais aux abonnés d'un réseau de chaleur par exemple pour garantir que s'ils se raccordent au réseau de chaleur, même si le gaz devient très peu cher, ils continueront à ne pas payer plus cher grâce au réseau de chaleur.
Après, il y a peut-être aussi un complément par rapport à ce que vient de dire Dominique, une responsabilité collective. Est-ce qu'une énergie aussi vertueuse que celle qu'on vous a présentée, qui est renouvelable, qui crée de l'emploi, etc., a besoin en plus d'être moins chère que les énergies du passé, les énergies fossiles? Ça, c'est une responsabilité collective qu'il faut peut-être aussi poser à un moment. Est-ce qu'un hôpital peut accepter de payer le même prix, une énergie renouvelable qui crée de l'activité sur son territoire, plutôt que d'en exiger en plus une décote? Deux dernières questions. Du coup, une question de Cyril Maury que je lis dans le petit flux de discussion. Donc, le syndicat Uniclimat annonce une petite baisse des ventes des chaudières biomasse bois de moins 0,6% à 17 300 unités en 2020. Il explique notamment cette stagnation par le manque d'entreprises RGE Calibois Eau. Envisagez-vous des actions pour motiver et accompagner les installateurs? Ça, c'est plutôt ouais, je vais peut-être répondre. Alors, j'arrive plus à activer ma vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave. Alors, je suis très surpris. Je suis très surpris parce que alors on n'a pas encore les statistiques de marché d'études observeurs qui sont remontées, mais pour moi, on a une dynamique d'installation sur les chaudières biomasse domestique qui est plutôt bonne. Et malgré le confinement de l'année dernière, intuitivement, j'aurais plutôt dit que c'est un marché qui a continué de progresser. Alors évidemment, en volume, il est moins important que pour les appareils simples. Il a toutefois significativement progressé sur les années 2018 et 2019. Moi, j'aurais plutôt parié sur une progression à nouveau en 2020. Bon, je connais pas la source d'Uniclimat, mais voilà, l'étude observeur va paraître rapidement et je pense que la tendance est plutôt à une poursuite de la progression. Alors, cela dit, la remarque est bonne sur le fait que pour vraiment accélérer, il faut continuer à faire coïncider les performances à la fois de thermiciens, de plombiers et les performances de fumisteries, qui étaient deux populations d'installateurs un peu distinctes jusqu'ici. Mais le mouvement est enclenché et je pense qu'il est à peu près en ligne avec le marché. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un gros sujet problématique. Ok. Et du coup, une dernière question. Donc, la consommation d'énergie primaire en France atteint 248,86 mégatonnes équivalent pétrole en France en 2018. La contribution du bois énergie potentiel que vous évaluez à 80 tonnes water, soit 6,9 mégatonnes équivalent pétrole, ne pourrait donc atteindre que 2,77% de la consommation totale d'énergie primaire en France. Alors là, bonne question, si je puis dire. Il mériterait qu'on se penche un peu. On vous fera un retour sur. C'est un peu complexe de le faire. Oui. D'autant plus que les 80 TWh cités ne comprenaient que la partie bois individuel et pas le bois industriel et collectif qu'on évoquait plutôt de l'ordre de 30 à 35 TWh. Donc il faut qu'on se repose un petit peu et qu'on fasse les bonnes conversions des TWh en mégajoules et qu'on les retransforme en TEP et en mégatep. Et on vous fera une réponse directement un peu plus argumentée que celle qu'on pourrait vous faire un peu au pied levé. Oui, et puis moi, je voudrais juste, excusez-moi, rebondir sur ce point, quand même pour regarder quel est le poids des différentes énergies renouvelables dans le même périmètre. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on vous rappelle que la chaleur représente à peu près la moitié de la consommation énergétique finale. D'accord ? Donc, quand on parle effectivement sur le sujet de la chaleur, en pourcentage de la consommation totale, ça ne fait pas des pourcentages énormes. L'électricité représente environ 28% de la consommation énergétique finale, dont aujourd'hui, environ 20% est représenté par l'énergie renouvelable électrique, et qui est en grande partie aujourd'hui encore hydraulique. Donc, quand on parle de 2% de la consommation énergétique finale, on est dans des ordres de grandeur qui sont comparables à ce que fait l'éolien et le photovoltaïque. Je ne voudrais surtout pas que les gens partent avec une idée que, en fait, ça ne représente rien du tout. Donc, on va confirmer le chiffre et qui doit d'ailleurs être complété par les remarques que vient de faire Dominique, mais il faut les mettre en perspective par rapport à l'ensemble du panorama des consommations énergétiques finales.
Très bien. Ce que je vous... Sur la PPE, il doit être à 170 Tera plutôt. Donc, il faudra juste qu'on fasse les conversions. Ce qu'on va faire, si cela vous convient à tous, on va vous partager un document. En fait, on va reprendre vos questions dans un document Excel qu'on va partager aux différents intervenants. Ils pourront compléter leurs réponses et on se permettra du coup de vous l'envoyer directement dans le mail de remerciement qui comprendra donc le dossier de presse, le lien vers ce point presse qui a été riche du coup en données, en statistiques, en schémas. Donc, je pense qu'on a tous besoin de nous poser pour essayer de digérer toutes ces informations et les traduire. Et puis, les réponses à toutes vos questions afin que vous puissiez avoir tous les éléments. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Juste une intervention. J'ai vu passer, Sarah, j'ai vu passer une question sur la part, sur les tonnes de carbone évitées grâce au bois. Effectivement, il y a des interrogations. Et je veux préciser que ce chiffre de 130 millions de tonnes de CO2, c'est pas nous qui l'inventons. C'est un chiffre qui nous vient entre autres, de 3 organismes nationaux qui sont l'ADEME, l'INRAE et l'IGN. Et donc, ce chiffre, nous le maintenons. Et effectivement, il représente de l'ordre de 25% de l'émission des gaz à effet de serre français, sachant également que dans ces chiffres, si les uns les autres vous regardez, vous verrez qu'il y a 2 effets dans l'émission des gaz à effet de serre. Il y a la production nationale, la production nationale des gaz à effet de serre, plus l'effet de la production importée. Et la production importée est très importante. Donc, quand nous, industriels, nous entendons un plan de relance et de relocalisation de l'activité de l'industrie française, je peux vous dire qu'on reçoit le message 5 sur 5, puisque certes, nous baissons globalement en France nos émissions de gaz à effet de serre, mais globalement, elles ne baissent pas dans la mesure où la part des effets importés est en augmentation. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que parfois, c'est vrai, et là, les gens s'expriment sur leur importance en termes de lutte contre les effets des CO2, et vous avez les forestiers qui disent un chiffre qui est évidemment inférieur, puisqu'ils ne donnent pas le chiffre total. On parle souvent de 70 millions de tonnes de CO2 en forêt. Et par contre, tous les autres usages du bois font bien 60 millions de tonnes de CO2, y compris donc le bois bûche, y compris le bois énergie, y compris tous les usages du bois qui permettent de stocker et de substituer les énergies fossiles. Merci Michel. Si vous me permettez, donc on va juste conclure pour vous remercier. Donc on a ici cette formule qui est une formule un tout petit peu, qui n'est pas vraiment, on appelle ça un point presse, mais en fait c'est plutôt un échange presse. Notre objectif était de vous donner des éléments d'information factuelle, chiffrés, qui vont vous permettre effectivement d'affiner vos analyses et vos propres appréciations. Bien entendu, nous restons tous à votre disposition, soit dans le cadre, soit téléphoniquement, soit par mail, pour répondre à vos questions. On pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est aujourd'hui un peu insuffisamment présenté ou insuffisamment bien présenté dans l'opinion publique. Et donc, il y a un vrai sujet d'information de nos concitoyens sur cette question. Et ce qu'on espère très, très, très sincèrement, c'est d'avoir contribué finalement à cette information la plus objective possible. Et j'espère, en tout cas, on sera intéressé d'avoir vos réactions. On sera intéressé d'avoir vos réactions. Et puis, dernier point, donc, notre projet continue de vous inviter à passer une journée sur le terrain pour voir, alors là, pour le coup, très concrètement, et d'avoir le temps d'échanger à l'occasion de ce voyage qui serait programmé vraisemblablement vers le mois de mai, si les conditions le permettent. Merci encore à tous et très bonne journée. Merci beaucoup. Merci.